Bonjour, donc une nouvelle vidéo qui va nous permettre d'évoquer un des derniers thèmes du programme d'histoire de 4e, donc le thème de la colonisation. Alors nous allons évoquer ce thème qui est très important pour ses conséquences humaines, pour la bonne compréhension aussi de cette pensée assez particulière dans la deuxième partie du 19e siècle, alors que l'Europe, l'Amérique du Nord sont en plein développement, en plein progrès économique. Eh bien une pensée bien que l'on peut appelé totalement raciste qui va se diffuser et qui va entraîner bien une politique de colonisation, c'est-à-dire une politique de conquête, d'exploitation de territoires à travers le monde. Alors, pour bien comprendre cette politique de colonisation, eh bien, nous allons consulter quelques cartes en introduction. Tout d'abord, eh bien, il faut dire que la colonisation n'est pas un phénomène qui est propre au 19e siècle, début 20e siècle. En effet, elle avait commencé par le passé, et nous l'avons vu en tout début d'année, eh bien, cela est arrivé dès la conquête, eh bien, la découverte plutôt de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb, les grandes explorations du début du XVIe siècle, eh bien, ont permis à des grandes puissances européennes d'aller s'emparer de territoires par la force, des territoires qu'ils vont exploiter sur l'ensemble des continents. Évidemment, l'Empire espagnol au XVIe siècle se taille une part du lion en s'emparant de l'Amérique centrale, une grande partie de l'Amérique du Sud. Nous avons aussi le Portugal qui, étant une grande puissance de navigation, eh bien, va s'emparer de ce qui est le Brésil aujourd'hui, mais également de territoires autour de l'Afrique et vers l'Inde. En effet, ce sont les explorateurs portugais et espagnols qui vont faire les grandes voies de navigation. Nous avons Vasco de Gama, nous avons Magellan, etc. Et ces conquêtes qui vont créer les colonisations sont les premières colonisations du XVIe, XVIIe siècle. La France et le Royaume-Uni, dont nous allons parler par la suite de manière très importante, eh bien, sont en retard à l'époque et vont essentiellement coloniser des territoires d'Amérique du Nord. Cela va être ce que l'on va appeler le Québec pour la France. Cela va être les 13 colonies britanniques qui deviendront plus tard les États-Unis pour le Royaume-Uni. Alors, en 1815, à la fin de l'Empire napoléonien, eh bien, les colonies, les empires coloniaux, eh bien, sont relativement limités. Nous avons des possessions espagnoles, toujours, comme on l'a dit en Amérique centrale, en Amérique du Sud, les possessions françaises et surtout anglaises en Amérique du Nord, mais c'est relativement limité. D'ailleurs, cette deuxième carte est assez intéressante puisqu'elle nous montre que en blanc existent des terres que l'on appelle terra incognita, des terres qui sont à l'époque encore totalement inconnues et qu'il va falloir conquérir, qu'il va falloir explorer, et les grandes puissances européennes au XIXe siècle vont se lancer dans cette opération de conquête de territoires, d'exploitation à travers le monde. Ainsi, si nous comparons, un siècle plus tard, en 1914, il n'y a plus de terres inconnues. Toutes les terres ont été conquises et nous avons, certains pays d'Europe qui vont se tailler une part du lion, notamment sur le continent africain. Ainsi, la France avec la couleur bleue, les Britanniques, le Royaume-Uni avec la couleur rose, vont être en 1914 les deux plus grands empires coloniaux du monde. Donc, en 100 ans, ce monde qui était encore relativement peu exploré par les puissances européennes, va l'être totalement. Et surtout, ce monde va être mis en ordre par ces puissances européennes qui vont exploiter l'Afrique, exploiter l'Asie, à leur avantage. On peut remarquer enfin sur cette carte que si la colonisation française, anglaise va prendre de l'ampleur en Afrique notamment et en Asie, la colonisation espagnole et portugaise, elle va quasiment s'arrêter puisque les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud vont acquérir leur indépendance au fur et à mesure au cours du 19e siècle. Alors, si on se penche sur l'empire colonial français en 1914, celui-ci est gigantesque et il est essentiellement en Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, également des territoires en Afrique de l'Est comme les Somalies, comme Madagascar, et une colonie importante en Asie qui va être appelée l'Indochine. Alors, l'empire colonial français
Cela va être un empire qui va durer un peu plus d'1 siècle. Vous verrez en 3e les conditions de la fin de cet empire. Nous allons évoquer la création de cet empire, les raisons pour lesquelles la France va vouloir régner sur de nombreux territoires à travers le monde et les principes en quelque sorte qui vont présider à la création de cet empire. Alors tout d'abord, ce qu'il faut évoquer, c'est que ces colonisations sont violentes. Nous n'avons pas de colonisation qui se font de manière pacifique. La première grande colonie qui va être conquise en Afrique par la France va être l'Algérie. L'Algérie, va faire l'objet d'une véritable guerre entre les armées de la monarchie française à partir de 1830 et les chefs locaux algériens, notamment le bey d'Alger, un chef de guerre algérien qui s'appelait Abdelkader. Et cette conquête ne va pas être facile pour les Français. Les Français vont mettre 17 ans à conquérir et à maîtriser ce territoire algérien et à s'y installer au fur et à mesure. L'Algérie va ainsi devenir ensuite, en 1848, un département français, va devenir totalement partie prenante du territoire français, mais cela va se faire après une véritable guerre que la France va appeler la pacification. Alors c'est assez étonnant parce que le mot pacification, qui dans sa racine a la racine de paix, n'est absolument pas une œuvre de paix, mais va être une œuvre violente. L'armée française va agir par une extrême violence pour conquérir l'Algérie. Cela va passer par des batailles, par des actions militaires, mais aussi par des massacres qui vont être commis, comme on peut le voir sur l'illustration en bas à gauche, où nous avons des Français qui décapitent des Algériens. Cette colonisation va être particulièrement cruelle, et elle aboutit donc au bout de 17 années à cette conquête de l'Algérie, grand territoire du nord de l'Afrique, qui va devenir donc la première grande colonie française en Afrique. Alors, comme on peut le compléter avec cette carte-ci, cette pacification de l'Algérie donc se fait de manière progressive, vraiment, à partir de la côte sur la mer Méditerranée, avec Alger, jusqu'à le désert du Sahara et les oasis du désert du Sahara, cela va prendre 17 ans pour la partie nord de l'Algérie, et cela va même s'étaler jusqu'à la fin du 19e siècle pour conquérir les derniers territoires du Sahara algérien. En effet, comme vous pouvez le voir sur la carte en miniature en haut à droite, l'Algérie est un très très grand pays qui s'étend en partie sur le désert du Sahara. Ensuite, après cette conquête, la France va se mettre à exploiter ce territoire, à l'exploiter économiquement, à l'exploiter politiquement et humainement. Nous en reparlerons par la suite. Alors, les conquêtes sont violentes et il y a une deuxième colonisation dont je voulais vous parler, qui est la conquête au tout début du XXe siècle, en 1904, de la Namibie, territoire du sud-ouest africain, et qui va être faite par les Allemands. Les Allemands vont conquérir, qui s'y sont pris d'ailleurs en retard, les Allemands commencent leur colonisation bien après, donc ils doivent en quelque sorte se contenter des restes de ce que les Anglais et les Français n'ont pas encore pris, et ils vont aller vouloir s'emparer de la Namibie, des territoires donc du sud-ouest africain, et vont se heurter à des populations locales qui s'appellent les Herero notamment, qui ne veulent pas se laisser faire. L'illustration que vous avez à gauche est assez représentative de l'horreur que va être cette politique de colonisation allemande. Les Allemands, qui sont à l'époque une armée moderne, une armée que l'on pourrait appeler une armée technologiquement, militairement avancée, vont faire face à une résistance qui est une résistance un peu désespérée de ces peuples fiers qui refusent, et on peut comprendre cette prise de position et de possession allemande, et qui vont affronter les armées allemandes sans nécessairement avoir un équipement militaire très avancé. Cela va entraîner des massacres terribles de la part des Allemands. On a parlé pour cette conquête de la Namibie d'un génocide, c'est-à-dire de l'extermination totale d'un peuple et d'une extermination planifiée, organisée par les Allemands. En effet, cette colonisation qui va être menée
par les Allemands, eh bien, va être particulièrement violente, particulièrement terrible. Nous sommes à 10 ans de la Première Guerre mondiale et l'Allemagne, sous prétexte eh bien, de vouloir rattraper d'une certaine manière son retard dans la colonisation, eh bien, va commettre des véritables crimes de guerre. Alors attention, hein, les Allemands agissent ainsi, les autres pays d'Europe ont fait plus ou moins les mêmes choses par le passé. Nous pourrions également parler des Belges au Congo, mais en tout cas, on estime que c'est un peu moins de 100 000 personnes qui vont être massacrées afin eh bien, de permettre à l'Allemagne de coloniser ces territoires. Alors, nous avons très peu de photos hein, de ces conquêtes violentes, mais des images plutôt d'extrême pauvreté et d'extrême soumission de ces peuples eh bien, aux puissances colonisatrices. Ainsi, la conquête de ces colonies n'est pas une conquête pacifique, même si les Européens laissent penser en Europe eh bien, qu'il s'agit d'actions positives, ce que nous allons voir après. En effet, les colons, les Européens, qui vont exploiter ces territoires sous couvert de leur œuvre civilisatrice. Alors nous allons expliquer en quoi cela consiste avec différents documents. Tout d'abord, eh bien, des documents illustrés. Ici, vous avez eh bien, une illustration représentant l'action de civilisation des Français. Une France qui est représentée eh bien, par cette barque, ce petit bateau qui arrive sur une terre à coloniser. Sur cette terre, d'ailleurs, sur cette plage, eh bien, nous avons différents peuples, des peuples que l'on peut reconnaître à la fois asiatiques, africains et arabes, et cette France qui arrive, donc représentée par cette femme, hein, qui pourrait être la liberté, qui pourrait être Marianne, bon, c'est une allégorie, eh bien, cette France a un rameau d'olivier dans la main, c'est-à-dire qu'elle représenterait la paix, et elle apporte, eh bien, le progrès, la civilisation, le commerce à ces peuples. Ici, nous avons en fait l'image officielle. Officiellement, voilà ce que la France annonce qu'elle apporte au peuple d'Afrique, au peuple arabe et au peuple asiatique. Nous avons vu auparavant que dans la réalité, c'est un peu différent. Alors, des documents ici très divers hein, qui servent à mettre en valeur eh bien, cette colonisation française. 3 couleurs, un drapeau, bleu, blanc, rouge, un empire. 3 couleurs de peau, les peuples arabes, noirs, africains et asiatiques, eh bien, qui vont être sous le drapeau français, sous la colonisation française. Cet autre dessin qui apparaît dans le journal illustré, le Petit Journal, ici en 1911, eh bien, est une autre illustration de ce que la France pense faire, de manière sans doute un peu hypocrite, mais de ce qu'elle pense faire. Vous avez le texte en dessous, la France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation, la richesse et la paix, et nous avons ici clairement une Marianne, avec son bonnet phrygien, qui porte sur son épaule ce qui s'appelle une corne d'abondance. La corne d'abondance est un symbole de richesse, de prospérité, les bienfaits de la civilisation, les choses positives qui sont amenées, et des peuples marocains, eh bien, qui se soumettent, qui embrassent la cape de Marianne, qui la regarde avec admiration, qui la regarde en étant bien plus petit. On devine ici que le dessin nous présente un peuple qui serait un peuple arriéré, qui serait un peuple moins développé, un peuple un peu de sauvage dans un sens entre guillemets, et cette France eh bien, apporterait les bienfaits de son action au peuple marocain. Néanmoins, vous avez à l'arrière-plan, et tout en haut à droite, eh bien, une part de réalité de la colonisation, où nous avons un colon français, habillé tout en blanc, qui, eh bien, donne un ordre à un colonisé, à un Africain qui fait le salut militaire. En effet, voilà ce que va être la colonisation. Elle va être une soumission des peuples sous la domination blanche, sous la domination des Européens, sous la domination ici des Français. Alors, toujours dans le Petit Journal, on va retrouver, afin de vous montrer qu'il n'y a pas que la France, eh bien, une autre illustration du même type. Une femme qui représente l'Italie, qui, sous l'indication civilisation, eh bien, va conquérir la Tripolitaine, qui est la Libye d'aujourd'hui, donc toujours l'Afrique du Nord. Et néanmoins, ici, eh bien, et on voit bien que ce journal, le Petit Journal qui est français, eh bien, a peut-être un peu moins est un peu moins positif vis-à-vis de l'action des Italiens qu'ils représentent ici avec des fusils, avec des armes, et des Libyens qui fuient devant l'avancée italienne. Bon, c'est simplement ici le fait que les Français critiquent l'action des Italiens, alors qu'ils n'osaient pas critiquer l'action française, qui pourtant fait exactement la même chose à cette époque.
Alors, il est très intéressant de s'intéresser ici à un débat qui a lieu à l'Assemblée nationale dans les années 1880. Ce débat va opposer deux personnages très très importants de la vie politique française de l'Assemblée nationale. Nous sommes en 1885 et nous avons ces deux hommes représentés ici. À gauche sur le dessin, Jules Ferry, dont nous avons déjà parlé, c'est celui qui a fait en 1881-1882 notamment l'école gratuite publique obligatoire pour tous les Français. Et ici, il annonce en tant que membre du gouvernement en 1885, il annonce à l'Assemblée nationale, je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ainsi, voilà une des motivations. Les Français, et ici Jules Ferry, et Jules Ferry est un homme bien, c'est un démocrate, c'est un républicain. Et pourtant, ici, il diffuse tout simplement ce que pense une très grande majorité des Blancs et des Blancs européens à cette époque. C'est que les Blancs d'Europe sont des races supérieures et que les Noirs, les Arabes et les Asiatiques sont des races inférieures. Et ainsi, Jules Ferry explique que c'est le devoir des Blancs d'aller civiliser les Noirs, les Arabes et les Asiatiques. Ce discours est éminemment raciste, est une pensée raciale totalement inacceptable, mais qui est pourtant prononcée à l'époque par des personnages qui sont des républicains. Et cela nous en dit beaucoup sur les mentalités de cette époque. Alors, peu vont s'opposer à ce discours à l'époque en France. Mais un homme politique très très important de cette époque, Georges Clemenceau, dont nous avons déjà parlé, puisqu'il est notamment un des personnages importants du journal L'Aurore, qui va diffuser le texte J'accuse en 1898 lors de l'affaire Dreyfus, donc il va prendre la défense de Dreyfus. Georges Clemenceau répond « Je passe maintenant à la critique de votre politique de conquête au point de vue humanitaire. Nous avons des droits sur les races inférieures. Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry. Et l'on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force au bienfait de la civilisation. Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français était d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer homme ou civilisation inférieure. Clemenceau a totalement raison, et là il a à l'époque une pensée très humaniste, en avance sur son temps et sur tous ces hommes politiques. Il le dit, mais qu'est-ce qui vous permet, monsieur Ferry, de dire que votre race est supérieure à celle des peuples africains, arabes et asiatiques? Rien. Et il le dit lui-même, les Allemands en 1870, quand ils nous ont fait la guerre, ont dit qu'ils faisaient la guerre et qu'ils battaient les Français parce qu'ils étaient supérieurs, ils étaient une race supérieure à la race française. Voilà, de quel droit dites-vous ça, monsieur Ferry? Dans la suite du discours, il explique que, effectivement, peut-être que scientifiquement, que dans les domaines techniques, les Européens ont une avancée sur certains peuples, mais que cela ne veut rien dire, que certaines manières de vivre, certaines coutumes, certaines poésies, certaines œuvres, certains arts qui se développent en Afrique, sont plus avancés qu'en Europe, et que un homme n'a pas le droit de se décréter supérieur à un autre sous prétexte de sa couleur de peau. Alors, ce discours de Georges Clemenceau est magnifique, c'est vraiment un discours humanitaire incroyable, néanmoins, il ne va pas changer les choses, et Jules Ferry, qui à l'époque est au gouvernement, va mener cette politique de colonisation. Mais néanmoins, vous pouvez voir que c'est en fait une idéologie raciale qui va permettre la colonisation. Nous allons exploiter ces territoires et on dit ils sont inférieurs, nous sommes supérieurs, on va aller les civiliser. Comme ça, on fera une bonne action. Voilà ce que disent les Blancs. C'est hypocrite, mais c'est en tout cas une des grandes idées qui va prévaloir pour cette colonisation. Alors,
Cela paraît dans les années 1920, mais néanmoins c'est très symptomatique et très représentatif de la pensée blanche européenne. Hergé, l'auteur Hergé, eh bien, publie à la fin des années 1920 la bande dessinée Tintin au Congo. Première bande dessinée de Tintin en couleur, et le Congo à l'époque est une colonie belge. En effet, vous le savez sans doute, Tintin est belge. Et Hergé, le dessinateur de Tintin, était belge. Alors, ici, vous avez quelques vignettes sur une planche complète d'une page de la bande dessinée, et des vignettes qui illustrent la pensée blanche des années 1920 et qui est la même que celle de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, des associations souhaiteraient que l'on interdise aux enfants la bande dessinée Tintin au Congo. Et effectivement, vous allez voir ici avec quelques vignettes que la pensée qui est énoncée dans Tintin au Congo est raciste. Ici, nous sommes dans une situation où un train, une locomotive a déraillé et Tintin, eh bien, est prise à partie par les peuples africains qui sont présentés, vous verrez dans le dessin, d'une manière très caricaturale, sous des traits qui rappellent un peu le singe. Donc ce qui est déjà une représentation raciste. Et ces Africains parlent, ces Congolais, parlent à Tintin d'une manière très particulière. Regarde-toi, toi y en a fait au pauvre petit noir, toi y en a méchant blanc, vieille tchoutchouk, ça y en a belle locomotive. Il parle ce que l'on appelait à l'époque en Europe, de manière très raciste, le parler petit nègre. Comme quoi ces Africains ne sauraient pas s'exprimer correctement. Alors Tintin va prendre les choses en main, en bon blanc et colon qu'il est, et va donner des ordres aux Noirs. Et il dit même, allons au travail, tas de paresseux, allez vous mettre au travail, et Milou, son chien, eh bien, semble être plus courageux que les Africains. Hergé fait même dire à un Africain qui est vécu de manière bien particulière, moi, il y en a fatigué. Ainsi, sous-entendu, les Africains seraient des fainéants, seraient des paresseux, et ça serait aux Blancs de les mettre au travail. Ainsi, Tintin dit, allez-vous vous mettre à l'ouvrage, oui ou non? Et nous avons un Africain, un Congolais, qui lui dit, mais moi, va salir moi. Et enfin, sous les conseils du bon Blanc, eh bien, la locomotive va être remise en ordre, et nous avons ces Africains qui disent, les messieurs Blancs très malins. Manière de dire, écoutons les Blancs, eux savent la vérité, savent les bonnes choses, nous pauvres noirs que nous sommes, nous ne savons rien, écoutons les Blancs, obéissons-les. Eh bien oui, le colonialisme c'est un infantilisme, c'est-à-dire que les Blancs considèrent les peuples colonisés comme des enfants, et donc les Blancs vont traiter ces peuples comme des enfants à qui il faut tout apprendre. Sauf que ces peuples ne sont pas des idiots et que les représentations qu'on a ici sont très caricaturales elles ont ici pour but de légitimer, dans quelque sorte de valider la colonisation. Alors si nous continuons, pour terminer avec Tintin au Congo, qui est réellement une œuvre qui est raciste, il faut s'en rendre compte. Alors après, elle a été réalisée à une époque où cela était banal, mais néanmoins, cette œuvre, lue aujourd'hui, elle est intéressante, mais elle exprime des idées qui sont qui ne seraient plus possibles et acceptables aujourd'hui. Alors tout en haut sur la vignette, Tintin fait la classe, parce que les Blancs vont faire la classe aux Noirs, vont faire la classe au peuple colonisé, leur apprendre la langue française, la langue anglaise dans les colonies anglaises, leur apprendre l'école en quelque sorte à l'européenne, et nous avons Tintin qui apprend les mathématiques, 2 plus 2, au petit Africain, et Milou qui dit, Tintin, il y en a 2 qui bavardent là-bas. Voilà, le Blanc doit être un maître, et le maître d'école est celui qui donne des ordres, qui apprend pour le bien des Noirs. Les Noirs sont ainsi des enfants. Ici, sur les différentes vignettes en bas, vous voyez Tintin qui va venir séparer 2 Africains qui se battent. Et alors, regardez, c'est totalement ahurissant. Les vignettes du bas. Célie en a volé mon beau chapeau de paille. Non, Célie en a volé. Milou dit, qui dit la vérité? Tintin fait, c'est pour ce chapeau de paille que vous vous disputez? Eh bien, je vais vous mettre d'accord tous les deux. Voilà. Voilà Tintin qui joue son petit Salomon. Et nous avons les 2 Africains qui disent, lit blanc, lit très juste, lit donner à chacun la moitié du chapeau. Et Tintin va résoudre d'autres situations à côté. Les Africains, les Congolais ici sont présentés comme des idiots, comme des enfants, comme des êtres qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, c'est excessivement moralisateur, excessivement raciste, mais c'est la pensée de cette époque-là. Alors, une
Autre marque, à l'époque, eh bien, reprend ce parler petit nègre. C'est Banania que vous connaissez, hein, aujourd'hui, la représentation a changé, mais il y avait le fameux slogan « Ya bon Banania », c'est bon Banania. Le cacao que l'on récolte en Afrique, eh bien, il est très bon. Et nous avions, eh bien, ce noir colonisé qui disait dans son mauvais français « Ya bon ». Alors, aujourd'hui, on a transformé cet Africain, eh bien, en jeune garçon avec une casquette et non plus avec le chapeau colonial. Et il n'y a plus de Ya bon aujourd'hui, puisque c'est considéré comme étant évidemment raciste. Il en va de même, par exemple, des pâtisseries que l'on a longtemps appelées les têtes de nègre, par exemple, hein, puisque l'appellation nègre, qui était pourtant courante chez les Européens pour parler des Africains, est évidemment excessivement raciste. Alors nous avons, hein, pour vous montrer que ce n'est pas du tout isolé à l'époque, dans les ventes de produits, eh bien, des manifestations de ce racisme banal, ce racisme courant des Européens. Regardez, c'est assez incroyable ici. Sur l'affiche de gauche, le savon La Perdrix. Exigez-le, ce savon économique blanchit tout. Et nous avons un Africain représenté avec des traits de visage caricaturaux exagérés qui blanchit sa peau grâce au savon La Perdrix. Nous avons sur la droite le cirage nubian, sans ploie, sans brosser, cirage noir et cirage jaune. Ainsi, nous avons des Asiatiques et Africains qui se recouvrent la peau. Et regardez comme c'est incroyable, ce cirage, c'est exactement comme le naturel, comme la peau noire et comme la peau jaune. Bref, c'est d'un racisme totalement assumé à cette époque. Et pourtant, eh bien, c'est totalement courant en France et en Europe, fin 19e, début 20e siècle. Alors, peut-être trop peu connu, mais pourtant tellement courant, et ce jusqu'en 1934, hein, les zoos humains. Les zoos humains, alors ici vous voyez sur la fiche de gauche, un jardin d'acclimatation à Paris, venez observer les peuples des Ashantis. Sur le champ de Mars, sur la fiche de droite, 150 Dahoméens, chefs amazones guerriers qui vont vous être présentés. Et pour vous montrer ici encore, 1906, exposition coloniale, puisque à Paris avaient lieu les expositions coloniales, nombreuses attractions tous les jours, venez observer les peuples africains que l'on expose en même temps que les animaux. Et les illustrations suivantes, vous représentez tout ça. On va exposer dans des zoos humains les populations des territoires coloniaux que nous avons conquis. Ici, les Indiens Galibis, par exemple. Et voilà les photographies où des Français viennent assister, nous sommes en 1903, eh bien, la présentation des peuples colonisés. Ici, vous avez dans leur habitat naturel, eh bien, des populations, des peuplades africaines qui sont présentées. Ici, cette femme et son enfant qui sont derrière les grillages et que les Français vont venir admirer en payant leur place comme nous irions au zoo aujourd'hui. Ici, les galas présentés dans leur environnement naturel avec des zèbres. C'est incroyable, c'était il y a 100 ans seulement. Et pourtant, nous sommes dans un racisme colonial terrible, totalement libre et libéré et banal à l'époque. Alors, ce racisme va faire que dans les colonies, eh bien, va s'appliquer la soumission des peuples. Ils sont inférieurs, donc ils vont obéir aux Blancs. Et les Blancs veulent exploiter ces territoires économiquement, gagner de l'argent sur les pays. Et cette exploitation va se faire par la création de routes, la création de voies ferrées, la création d'infrastructures qui vont permettre d'exploiter économiquement les territoires, exploiter les mines, exploiter les forêts, exploiter les gisements en tout genre, parce que les pays d'Afrique sont des pays excessivement riches. Et nous avons ici des illustrations notamment de la construction du chemin de fer du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire du Congo français, où les Français vont recourir aux travaux forcés, au travail forcé. En effet, les Français, en 1848, ont aboli l'esclavage. Alors, ils se retrouvent bien embêtés quand, à la fin du 19e siècle, eh bien, ils veulent faire travailler ces Noirs, mais évidemment sans les payer. Et ils vont donc inventer le travail forcé. L'Africain, en quelque sorte, pour remercier eh bien, les Européens de venir exploiter leur territoire, vont devoir venir travailler gratuitement, sous les coups et de force, en étant maltraités, pour les Européens. Alors, cette ligne de chemin de fer qui relie la capitale Brazzaville à la côte, à Pointe-Noire,
C'est une ligne qui fait une centaine de kilomètres et qui, on estime, va entraîner la mort d'un Africain par traverse, c'est-à-dire par mètre. Un Africain va mourir par mètre de cette voie ferrée. Donc 100 000 Africains vont laisser la vie à cause des coûts, des conditions ignobles et inhumaines que les Français vont imposer au peuple africain sous le prétexte du travail forcé pour construire et coloniser ces territoires. Ce sont des crimes que les peuples européens, pas seulement les Français, vont commettre. Nous avons des crimes terribles qui vont être commis par les Belges au Congo belge. Nous avons déjà parlé des crimes allemands. Nous aurons également des crimes terribles pratiqués par les Anglais. Tous les peuples européens vont agir de la même manière par racisme. Ce ne sont entre guillemets pour les Européens à l'époque, que des nègres, que des peuples inférieurs qu'il faut soumettre, et ils vont travailler donc gratuitement puisqu'ils représentent une force de travail qui va permettre à l'Europe de se développer économiquement et d'exploiter ses territoires. D'autres illustrations où nous voyons ici des cartes postales de l'époque, un départ pour la chasse dans les colonies africaines, avec le blanc, le colon blanc qui est porté par des Africains. Nous avons sur la droite le Congo français, où les blancs tranquillement assis ont leurs domestiques, leurs serviteurs noirs qui sont autour d'eux. Cela va être pratiqué dans toutes les colonies. Alors, dans ces colonies, les Arabes, les Noirs, les Indochinois, les Asiatiques, ne sont pas considérés comme des Français complets. Ils sont considérés comme étant de nationalité française. Mais des arrêtés et des lois ont créé le statut d'indigène, ce que l'on appelle le code de l'indigénat. Ces colonisés, ces Noirs, ces Arabes et ces Asiatiques sont français, mais ils n'ont pas les droits des Français. Ils ne sont pas citoyens français. Ainsi, dans ce texte que je vais résumer afin de pouvoir vous faire comprendre tout cela, ce code de l'indigénat, en fait, crée deux catégories de citoyens. Les citoyens français, blancs, qui viennent d'Europe, qui ont tous les droits, qui possèdent tout, qui ont qui ont le pouvoir, qui ont la liberté d'expression, qui ont le droit de vote, qui ont la liberté personnelle, sont les citoyens supérieurs, tandis qu'existent des citoyens inférieurs, les indigènes, les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, qui, eux, n'ont pas de droit, ils n'ont pas la liberté d'expression, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de posséder, d'exploiter, ils sont en situation d'obéissance et de soumission. Et même la justice est différente. Les peuples colonisés, les indigènes qui commettraient un crime ou un délit vont être punis de manière beaucoup plus sévère et dure que si un blanc commettait les mêmes actes. Ces codes de l'indigénat sont une honte française. Cette France qui prétendait civiliser, va tout simplement réduire en esclavage une population qui va devoir obéir aux Blancs. Alors, ici, pour terminer, indigène veut dire français, mais non citoyen, ou étranger, mais protégé. Donc c'est un Français, mais qui n'est pas tout à fait français, ou bien on le considère comme un étranger, mais qui est protégé par les Blancs. Donc, ici nous sommes pour l'Algérie, cela va être pratiqué ensuite dans l'ensemble des colonies. Alors ces colonisations vont aussi exacerber, c'est-à-dire accroître les tensions entre les puissances européennes. En effet, les puissances européennes vont se battre pour coloniser ces territoires. Ainsi, sur cette carte de l'Afrique, vous pouvez voir les différentes colonisations qui vont être créées. Et les deux pays qui vraiment se taillent la part du lion et prennent les parts les plus importantes, c'est la France et c'est le Royaume-Uni. Vous avez ensuite des territoires portugais, italiens, belges, mais allemands également, mais des colonies beaucoup moins importantes. Et vous pouvez voir que chaque pays, notamment la France et le Royaume-Uni, vont coloniser en suivant des axes de colonisation. Le rêve britannique, le rêve des Anglais, est de posséder l'Afrique selon une ligne nord-sud. Une ligne qui ira de l'Égypte au nord jusqu'à l'Afrique du Sud, tout au sud. Pour la France, et la colonisation se déroule selon un axe ouest-est, du Sénégal, donc sur l'océan Atlantique, jusqu'au Somalie, l'Éthiopie, sur la mer Rouge, vers l'océan Indien. Cela va créer des tensions et vous pouvez voir deux petits impacts qui sont sur le territoire du Soudan aujourd'hui, notamment un qui s'appelle Fashoda. Et Fashoda, c'est une crise terrible qui va avoir lieu entre les Français et les Anglais. En effet,
les expéditions françaises et anglaises qui sont chargées de coloniser l'Afrique et de faire ces axes de colonisation, nord-sud pour les Anglais, ouest-est pour les Français, vont se rencontrer au Soudan, à un endroit appelé Fashoda. Nous sommes en 1898, les Français de l'expédition Marchand, le commandant Marchand, vont rencontrer l'armée anglaise du commandant Kitchener. Et ces deux armées vont se retrouver face à cet endroit. À l'époque, militairement, l'Angleterre est très certainement supérieure et l'expédition Kitchener est supérieure aux Français. Et ces Français du commandant Marchand, vont pendant un temps faire face aux Anglais. On est dans une situation de tension extrême, on est sur le point du déclenchement d'une guerre entre les Français et les Anglais pour la colonisation. Cette position d'attente va entraîner le repli français, c'est-à-dire que les Français vont devoir se replier, s'écraser si l'on veut, face aux Anglais. En juillet 1898, le commandant Marchand va devoir laisser le chemin et le passage et la possession de ces territoires aux Anglais, s'écrasant ainsi face à l'Angleterre. Cela va laisser des traces dans les relations entre la France et l'Angleterre, et on est passé à ce moment-là, en 1898, à deux doigts d'une crise et d'une guerre terrible entre ce qui est à l'époque les deux premières puissances du monde, la France et le Royaume-Uni. Alors cette caricature, ce dessin de presse, représente exactement ce qui se passe en 1898. Deux chiens, le bulldog anglais et le chien français que vous pouvez voir représenté de manière un peu moins positive. Et dans la gamelle du bulldog anglais, nous avons un os appelé Fashoda, l'endroit où va se dérouler l'opposition des deux armées. La gamelle s'appelle Khartoum, la principale cité du Soudan que les Anglais sont en train de conquérir. Et nous avons le titre en dessous, No Fight, pas de combat, parce que les Français se sont retirés. Et nous avons le chien français qui dit bon, bien, si je ne peux avoir l'os, je me satisferai que vous m'en donniez un morceau. C'est-à-dire que les Français vont devoir se contenter face aux Anglais à ce moment-là des restes, en quelque sorte. Et ce chien français qu'on devine ici galeux, que l'on devine sale, va devoir s'écraser face et reconnaître la domination du chien anglais. Ça va être vu par certains en France comme une humiliation complète, et certains voulaient la guerre avec l'Angleterre pour que la France ne perde pas l'honneur en quelque sorte. Ce qui va être décidé, c'est de ne pas combattre, donc comme c'est indiqué ici, et va débuter entre la France et l'Angleterre ce qu'on va appeler l'entente cordiale. Une entente cordiale, c'est ce qui signifierait entre gentlemen, une bonne entente. En réalité, une entente teintée de rancune, teintée de méfiance entre les deux pays qui pourtant seront alliés 20 ans plus tard pendant la Première Guerre mondiale. Alors, les tensions entre pays, elles vont exister aussi pour d'autres possessions. Ici, ce dessin, acquis le Maroc. Le Maroc est en effet un des derniers pays encore indépendants en 1911. Et plusieurs puissances européennes lui courent après. Avec son casque à pointe, nous avons l'empereur d'Allemagne qui s'appelle Guillaume II. Avec son bonnet phrygien, nous avons la Marianne française. Nous avons le roi d'Angleterre qui est juste derrière. Et le roi d'Espagne qui est derrière encore. Ce Maroc, ici, ce dromadaire marocain, va être capturé par la Marianne française. Ce qui va entraîner des tensions terribles entre la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne, qui avait très peu de colonies, voulait s'emparer du Maroc et considérait que la France devait la lui laisser parce que la France avait déjà beaucoup de colonies. Il va y avoir des échanges de canons au large du Maroc entre les flottes françaises et les flottes allemandes. On est à deux doigts en 1911 de passer, de rentrer dans une guerre entre la France et l'Allemagne. Bon, elle n'éclatera que 3 ans plus tard, cette guerre entre la France et l'Allemagne, mais en tout cas, cela est bien la preuve que les tensions sont énormes entre les pays européens pour les colonisations également, les colonies à ce moment-là. Alors, comme nous avons pu le voir au cours de cette vidéo, la colonisation est une œuvre qui part sur la base de l'exploitation, du racisme général, d'une vision des Blancs européens se sentant supérieurs aux Noirs, aux Arabes et aux Asiatiques, et qui vont faire une exploitation en règle de l'Afrique, qui vont eux-mêmes s'emparer
par la violence de ces territoires, qui va leur permettre d'augmenter leur puissance économique, leur puissance politique, qui va leur donner des avantages stratégiques, politiques, militaires, économiques à travers le monde. L'Afrique notamment va être littéralement, je disais, mise en règle. Et oui, à la conférence de Berlin en 1885, que font les Européens? Ils prennent une règle et ils tracent des traits sur l'Afrique sans demander l'avis des peuples africains. Ils tracent des frontières rectilignes qui vont faire les frontières entre les pays d'Afrique. Des frontières qui sont faites à la va-vite, selon les volontés des Européens. Et si vous observez une carte de l'Afrique, vous vous rendrez compte que beaucoup des frontières de ces pays, sont très rectilignes, sont géométriques, parce qu'elles ont été tracées par des Européens qui, tout simplement, voulaient séparer leurs possessions et leurs nouvelles colonies. Voilà, alors cette colonisation fut une honte. Pour l'Europe, elle est trop peu connue, je le pense, et les crimes commis par les Européens ont été, je pense, trop peu développés, trop peu diffusés dans l'histoire moderne et dans l'histoire récente, même si déjà à l'époque, nous avons parlé de Georges Clemenceau, il y a des gens qui s'opposent à cette politique de colonisation, mais ils sont bien seuls. Donc Georges Clemenceau, nous avons aussi le célèbre journaliste Albert Londres, qui va faire des reportages qui dénoncent les agissements des colons français, notamment au Congo. Plus tard, nous aurons des écrits du célèbre écrivain français Albert Camus, qui était né en Algérie et qui parlera de la misère terrible dans laquelle les peuples algériens sont laissés par les Français comme ils sont exploités. Mais cela, n'entraînera pas de grandes réactions jusqu'à ce que vous étudierez en troisième, à partir de 1945, la reprise de leur liberté par ces pays qui obtiendront leur indépendance. Ça s'appellera la décolonisation. Mais ça, c'est une autre histoire et ce sera pour vous l'année prochaine. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention.